Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur France 2 pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous avons souhaité aujourd'hui rendre hommage à travers un documentaire au premier lama tibétain à s'être installé en France, le vénérable Dakpo Rinpoché. Reconnu dès son très jeune âge comme Tulku, la réincarnation d'un grand maître, il suit une formation au Tibet qu'il fuit ensuite pour l'Inde avant de venir en France. Toute sa vie est consacrée à la transmission de l'enseignement du bouddhisme à travers les plus grands textes, notamment au sein de ses instituts bouddhiques, Gandanling et Gepele, et de sa congrégation. C'est ce qu'il va nous raconter. Je vous laisse dès à présent l'écouter et découvrir cette grande personnalité du bouddhisme tibétain. Les êtres humains, particulièrement, on recherche le bonheur et la joie. Donc pour cela, il faut faire quelque chose pour développer. Et sinon, on reste comme ça, la joie ne viendra pas tout seul. Pour cela, il faut essayer d'écouter l'enseignement du Bouddha, les méthodes qu'il a proposées. À ce moment-là, ils pourront développer la joie, aussi le bonheur. Le vénérable Dakpo Rinpoche est le premier lama tibétain à s'être installé en France. C'était en 1960. Il a plus tard fondé un centre d'enseignement du bouddhisme tibétain de tradition Gelugpa, l'Institut Gandanling, l'endroit où l'on peut développer la joie, installé maintenant près de Fontainebleau. Le bouddhisme, c'est une pensée très très positive dans le sens universel. Pour moi, c'est Rinpoche, ça c'était enfin tous les maîtres, tous les guides précieux de Tibet, de l'Inde, enfin tout le monde. Ce sont qui nous guident vraiment parce qu'eux-mêmes, ils ont expérimenté ce que le Bouddha a donné comme enseignement. Et les résultats sont là. Dakpo Rinpoche est venu en France accompagné de Thumten Phuntsog, que l'on appelle Geshe-la, qu'il a suivi depuis leur enfance au Tibet. Vous êtes moine? Oui, moi. Vous êtes lama? Oui. Depuis quel âge? Depuis 2 ans. Depuis l'âge de 2 ans? Oui. Comment devient-on lama? Autrefois, il y a eu un lama. Oui. Quand il est mort, après quelques mois, on cherchait l'incarnation. C'est ça, c'est-à-dire L'incarnation. il y avait un monastère Oui. dirigé par un lama. Oui. Le lama est mort. Oui. On a cherché quelqu'un pour le remplacer, Oui. pour lui succéder. Oui. Quelqu'un qui fut sa réincarnation. C'est ça, Et c'est vous? Oui. C'est vous, la réincarnation de ce lama? Oui. Comment le sait-on? Que c'est vous? Oui. Ils sont allés chercher quelques petits garçons. Ensuite, Tenzin Dalai Lama choisit. Choisi entre les garçons? Oui. C'était quand même une enfance particulière. Vous avez été coupé de vos parents très jeunes. Oui, mais j'ai dû aller au monastère, bien sûr, mais je peux retourner chez mes parents. Vous n'avez pas souffert de la séparation? Non, pas du tout. Ça, je ne m'en souviens pas du tout. Peut-être j'ai oublié, mais... Dakpo Rinpoche a été reconnu très tôt comme un Tulku, la réincarnation d'un grand maître qui a fait le vœu de revenir pour aider tous les êtres. Il a été placé enfant dans un monastère où Geshe-la, son aîné de 8 ans, était chargé de l'assister et de veiller sur lui. Quand je jouais trop, des choses comme ça, il me gronde, il ne faut pas faire ça, c'est contre la loi, contre la discipline, etc. Alors, au début, les études, j'étais paresseux. Paresseux, je ne voulais pas étudier comme beaucoup d'enfants. Mais petit à petit, donc, j'ai pris le goût pour les études. Après, c'est mieux. J'ai pris conscience pour jouer le rôle qui revient à moi. Il est indispensable d'étudier aussi soi-même pour devenir mieux un être utile. Il faut étudier. Alors réfugié en Inde, après avoir fui le Tibet occupé par la Chine, Dakpo Rinpoche rencontre des tibétologues occidentaux. Rolf Alberstein, professeur à l'école pratique des hautes études, l'invite à venir en France pour l'aider dans ses recherches. Dakpo Rinpoche a d'abord hésité. Moi, je suis simplement un étudiant qui n'a pas fini ses études. Donc, ce serait mieux si vous invitez quelqu'un qui a plus grande connaissance que moi. Il m'a dit non, parce que si j'invite un grand savant qui est beaucoup plus âgé que vous, il ne pourrait pas s'adapter
à la vie occidentale. Si j'invite plus jeune que vous, il n'aurait pas peut-être culture tibétaine. Donc, votre âge, ça va très bien. À ce moment-là, j'ai dit que je ne peux pas décider. Vous devez demander sa sainteté le Dalai Lama. Si sa sainteté accepte, donc je viendrai. J'ai répondu. Il a dit c'est une très bonne chose, pays très important, le pays où il y a eu première révolution. Il a parlé de ça. C'est très important, c'est une grande culture. Il faut essayer d'être utile pour les Français, c'est ça. 18 octobre 1960. Dakpo Rinpoche et Geshe-la quittent Calcutta pour Paris. Grâce à Rinpoche, qui est venu le premier en France, qui a fait connaître donc, le Tibet et la cause tibétaine, et Rinpoche a demandé aux autorités françaises d'accueillir et d'aider des réfugiés. Donc grâce à ça, le gouvernement français nous a accueillis, les 22 Tibétains, en 62. Un des livres que j'ai amené de Tibet. Je vais ouvrir ici. Comme ce livre est rare, Tibet central, quand je suis venu, j'ai quitté le Tibet, j'ai amené avec moi. Vous avez le sentiment de pouvoir être bouddhiste en Europe, en France? Oui. Ça ne vous dérange pas d'être... Non. Nous pouvons faire comme au Tibet. Mais quelle pourrait bien être la nature plus généralement? À ses débuts en France, Dakpo Rinpoche n'a d'abord voulu enseigner que la langue et la culture tibétaine. C'est là que Maristella Bousmar l'a rencontrée alors qu'elle était étudiante. Elle est devenue sa traductrice. Elle est aussi maintenant moniale bouddhiste. Aux langues orientales, il était complètement incognito dans son rôle d'enseignant d'université. Pour nous, il était Monsieur Jampa, notre professeur de tibétain, et si on l'appelait Rinpoche, il répondait pas. Il disait « mais de qui parlez-vous » Quand on lui posait des questions sur le bouddhisme, il disait « oui, j'en ai vaguement entendu parler, mais vous savez, j'y connais rien ». Pour faire ainsi comme une ventilation de nos différents types de pensées. Les Occidentaux ont commencé à vous demander d'enseigner le bouddhisme, mais oui. Au début, vous étiez réticent. Oui, j'ai refusé carrément. Moi, je ne voulais pas enseigner le bouddhisme. Il y avait quelques lamas venaient en Occident, je veux laisser à eux faire. Moi, je ne voulais pas. Donc, je veux travailler comme ça. Après, j'ai pensé, je vais suffisamment travailler, prendre retraite, aller dans un coin, rester tranquille, étudier, lire, réfléchir par moi-même, c'est tout. Mais j'ai eu beaucoup de demandes. Toujours, je suis refusé. Il a quand même fallu attendre jusqu'en 78 pour qu'il accepte de nous donner un premier enseignement. Et encore, il disait que c'était juste en guise de test et c'était pas sûr du tout qu'il continue. Ça m'a dit un jour, vous devez donner des enseignements sur le bouddhisme. J'ai dit, c'est très difficile parce que j'ai appris quelque chose, mais je n'ai pas pratiqué. Il m'a dit, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Vous allez enseigner ce que vous avez appris. 12 août 2008. Sa sainteté le Dalai Lama vient consacrer Gandanling, le centre où Dakpo Rinpoche accomplit sa mission, transmettre le bouddhisme à l'Occident. C'est tout à fait étonnant de voir qu'en réalité, il ne se répète jamais, mais qu'il complète toujours. C'est-à-dire que même quand on reprend les mêmes sujets, ils ne sont jamais pareils. Et on découvre toujours un nouvel éclairage, et on se rend compte également que ce qu'on avait cru comprendre au point de départ,
C'était pas forcément faux, mais c'était pas suffisant. Et je crois que ça va encore continuer pendant très longtemps, sans doute jusqu'à ce qu'on arrive au terme de la voie, j'imagine. C'est un travail de chaque instant. Donc en fait, on peut dire que l'enseignement perdure ou se transmet si soi-même on essaye de le mettre en pratique, si soi-même on essaye de transformer son esprit. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, puisqu'en fait, pour maintenir un enseignement et faire en sorte qu'il soit vivant, c'est ne pas le concevoir comme quelque chose d'intellectuel. C'est ce qui m'a vraiment frappé chez Rinpoche, en fait. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai compris que là, il n'y avait pas de dissociation entre ce qu'il savait, ce qu'il enseignait et ce qu'il était. Mais pour pouvoir aider correctement, aussi d'abord, chez soi, soi-même, il faut faire ce travail. Moi, je n'ai pas fini encore ce travail. J'essaye toujours. J'essaye. De temps en temps, j'ai réussi. De temps en temps, j'ai rechute. Voilà, c'est tout. Haut et bas. Voilà. Le vénérable Dakpo Rinpoche transmet maintenant son enseignement dans de nombreux pays. Il a également développé en Inde une action humanitaire en faveur des réfugiés tibétains dont la culture et la spiritualité sont menacées. En Inde, Rinpoche a reconstruit ce qui a été détruit au Tibet, c'est-à-dire son monastère, son unité monastique. Et là maintenant, depuis une bonne dizaine d'années, un temple a été reconstruit à Caïs, dans la vallée de Koulou. Et donc, les rescapés de Dakpo Dasan au Tibet, exilés en Inde, ont pu reconstituer la communauté. Et ensuite, Rinpoche a regroupé ces moines qui ont recréé les conditions de maintien des traditions de Dakpo Dasan, à la suite de quoi on a acheté le terrain, construit une école, puis le monastère. L'important, c'est de répondre à une attente et un besoin. Et ce qui est étonnant dans un enseignement, même avec une centaine ou 200 personnes, voire plus, c'est que chacun va sortir en se disant « il m'a parlé à moi ». Et il a répondu aux questions dont j'étais porteur en arrivant. Vous n'avez jamais eu un doute d'être trop absorbé par la culture occidentale? Non, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses formidables, mais toujours nous avons un esprit. Si cet esprit est... situation est bonne, on est heureux. Si l'esprit n'est pas plus raisonnable ou quelque chose comme ça, même il y a beaucoup de choses, on n'est pas heureux. Ça se voit, pour moi c'est naturel. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, voici 2 ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, Le Lama venu du Tibet, l'autobiographie de Dakpo Rinpoche, publiée chez Grasset, en collaboration avec Jean-Philippe Caudron. Vous retrouverez le parcours de ce maître tibétain depuis le Tibet des années 30 jusqu'au Paris d'aujourd'hui, à travers sa formation dans les monastères d'Asie, sa fuite du Tibet en 1959 et son arrivée en France. Toujours aux éditions Grasset, J'ai connu le Tibet libre de Thupten Phuntsok. L'auteur, qui nous raconte ici son histoire, n'est autre que le fidèle compagnon de route de Dakpo Rinpoche que l'on trouve aujourd'hui encore à ses côtés. Un témoignage émouvant pour ne pas oublier le combat des Tibétains. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. À dimanche prochain.